Depuis des dizaines d'années, la majorité d'entre nous fonctionne sur le rythme métro, boulot, dodo. Le coronavirus est venu perturber ce fait établi en balayant pour certains le métro en mettant en place le télétravail. Cette découverte a été pour beaucoup l'occasion de nous questionner. Quels sont nos besoins et envies? Qu'attendons-nous de notre milieu professionnel? Quel sens donnons-nous à ce que nous faisons? Et enfin, quel est l'équilibre à accorder entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle? Remettre en question ces acquis est toujours source de doute, comme si derrière cette grosse pierre s'en cachait une myriade d'autres tout aussi importantes. Il s'agit donc alors de comprendre ce qui est important pour nous, comment ces bouleversements ont remis en question notre zone de confort, et développer une méthodologie afin d'appréhender de manière constructive ces modifications de notre environnement. Le changement a donc été placé de manière soudaine dans nos vies, mais est-ce que changer est forcément une contrainte pénible et forcée? Cet événement est animé par Élise Ramarosson, directrice de l'innovation et coach professionnel chez Meristem, en co-animation avec Sylvie Gardao, responsable marketing et développement. Bon webinaire! Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Meristem, présenté par moi-même, Sylvie, sans oublier Alexandre pour le côté technique. Merci à tous d'être ponctuels et merci aussi à nos amis qui sont dans différents pays. J'ai pu constater qu'il y avait des personnes du Sénégal, de Madagascar, de la Réunion, des amis plus lointains comme la Nouvelle-Calédonie, les États-Unis, le Québec, la Tunisie, la Belgique. Alors, nous sommes nous-mêmes en Allemagne. Bienvenue également aux Français. Super international. Merci vraiment à tous. Mon intention dans ce webinaire est de vous apporter des connaissances théoriques et pratiques sur le changement et vous faire découvrir Meristem de façon authentique. Car ce qui est important pour moi, c'est de vous apporter des méthodes qui vont répondre à vos besoins de façon réaliste et concrète. Je ne veux pas vous proposer, surtout pas vous promettre des méthodes simplifiées et trop simplistes du coup, qui finalement iraient perdre de leur efficacité. La mission qui nous anime chez Meristem, c'est de partager avec vous la notion de bien-être durable et d'apporter plus de bien-être dans le monde du travail et dans le monde en général. Si vous avez des questions au cours de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à nous les poser tout au long du webinaire dans la boîte questions-réponses dans le bandeau que vous trouvez en bas de votre écran. Nous prendrons le temps de répondre à chacune des questions, si le temps le permet, à la fin de ce webinaire, de cette présentation. Nous vous proposons également, au cours de cette présentation, de répondre à 2 quiz. Tout ce que vous aurez à faire est de cocher la case correspondant à votre réponse dans la fenêtre qui s'ouvrira sur votre écran au moment des quiz. On va commencer par un petit test pour voir si tout fonctionne. Donc, le premier petit test, le premier quiz. La question s'affiche, le matin, vous êtes plutôt thé, café ou chocolat. Vous n'avez qu'à cliquer, c'est à vous. Encore quelques moments. Et voilà, donc la plupart d'entre nous, 92%, on est plutôt café, tout fonctionne bien, merci de vous être prêtés au petit jeu. Et donc maintenant que tout le monde est prêt, nous allons pouvoir commencer par prendre notre température en observant la situation qu'on est en train de vivre, la situation actuelle, donc par rapport à ce télétravail qui est venu perturber nos vies. Ce qui se passe en ce moment, c'est que nos habitudes sont bouleversées, sont perturbées. Or, on a tous besoin de routines, car ces routines nous permettent de nous sentir en sécurité. Au travail, peut-être plus encore, car au travail, nous devons être performants et nous savons qu'à la fin, nous serons jugés sur nos actes et nos résultats. Alors, ça nous rassure d'avoir des petites habitudes, de prendre la même route, de voir les mêmes collègues, d'avoir des horaires réguliers, de manger au même endroit, même de s'asseoir au même endroit. Souvenez-vous, à l'école, déjà, chacun avait sa place. Et je parie qu'aujourd'hui encore, les mêmes collègues s'installent aux mêmes places pendant vos réunions. Mais le problème, c'est que la crise sanitaire est venue bouleverser ces habitudes et particulièrement notre rapport au travail. En télétravail, on ne sait plus trop à quelle heure on doit se lever, à quelle heure prendre nos pauses, à quel collègue demander de l'aide, à qui ni quand on doit se référer. Certaines fois, on ne sait même plus vraiment comment on doit s'habiller et le jogging t-shirt, pour nous tous, a pris du galon. Pour certains, c'est plutôt mieux.
Mais pour beaucoup d'entre nous, cette situation provoque de l'inconfort et on aimerait bien faire comme avant. Mais la cohabitation télétravail présentiel dure s'installe dans le temps et nous oblige à changer nos habitudes. Ce changement crée des ressentis plutôt divers. Pour voir un petit peu la panel de ressentis que nous vivons tous, je vous propose donc notre premier vrai quiz avec la question qui va s'afficher sur vos écrans. Alors, on voit que là, les ressentis sont assez diversifiés. On va avoir surtout 3 gros blocs qui vont se définir. Plutôt enthousiaste, impatient pour un tiers. Des gens plutôt confiants et sereins, mais on se rend compte que pour un tiers, il y a content, mais. Et puis, une petite portion est carrément réfractaire au changement et c'est vraiment problématique. Donc, on voit qu'il se dégage 4 principaux ressentis, 4 principaux axes. Il peut y avoir la peur, la perte de confiance, la remise en question et l'incertitude pour ceux que le changement effraie un petit peu. Ceux pour qui c'est OK, tant mieux. Et donc, on ne sait plus trop ce qui est bon pour nous, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, ni comment le faire. Pour mieux comprendre, regardons un peu ce schéma ensemble. Quand on est dans notre zone de confort, c'est que tout va bien. Nous évoluons en sécurité, notre routine nous permet de nous sentir plutôt à l'aise, on sait ce qu'on doit faire et on sait comment le faire. Par exemple, quand je suis en présentiel, je sais que si j'ai un problème avec un dossier, ma collègue, ma voisine de bureau saura me dépanner. Quand je suis dans ma zone d'apprentissage, c'est que je m'éloigne un petit peu de cette zone de confort pour répondre à un challenge d'une nouvelle manière. Mais je ne m'éloigne pas trop quand même pour rester dans une sécurité relative. Par exemple, quand je suis en présentiel et que le leader, le chef d'équipe me demande de me plonger dans un nouveau dossier, je ne connais pas son contenu, mais je sais que je maîtrise les outils, par exemple Word ou Excel. Je sais que je maîtrise la langue, le français, peut-être l'anglais. Et je sais que si j'ai des questions, je pourrais me tourner vers le chef d'équipe pour aller lui demander des explications et de la sécurisation de l'aide. Après quelques temps et quelques efforts de ma part, j'arriverai donc dans la zone à atteindre, dans l'objectif qu'on m'a fixé, et j'aurai élargi ma zone de confort. Le souci, avec cette alternance télétravail présentiel, c'est qu'on n'est plus dans notre zone de confort, mais on n'a pas encore défini là où on devait aller. Je m'explique. Quand on travaillait 100% en présentiel, nous étions dans notre zone de confort et nos habitudes nous permettaient de travailler de manière optimale. Si l'objectif était clairement de passer 100% en télétravail, alors nous pourrions apprendre à télétravailler et à mettre en place de nouvelles habitudes. Mais actuellement, nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Et nous n'avons pas de visibilité quant à l'avenir proche. Nous devons donc faire face avec cette hybridation. La question n'est plus comment s'organiser en télétravail ou comment s'organiser en présentiel, mais c'est comment concilier les deux, présentiel et télétravail, sans savoir pour combien de temps, dans quelles conditions, ni même pour quelles raisons. Et c'est ce manque de visibilité et de sens qui nous crée de l'insécurité. Pourquoi? Tout simplement car nos besoins ne sont pas satisfaits. Parlons donc un peu de nos besoins. Le plus évident, ce sont nos besoins vitaux, comme boire, manger, respirer ou avoir des revenus réguliers. Ces besoins vitaux ont été fragilisés par la crise, car certains domaines économiques ne se prêtaient simplement pas au télétravail. Notre environnement n'était plus sûr, la stabilité de l'emploi n'était plus assurée et notre santé était en danger. Le télétravail assurait certes notre sécurité physique, mais de nombreux télétravailleurs ont vu leur santé mentale impactée par trop de sédentarité, de stress ou encore la dépression. Car en télétravail, pas de contact direct, pas de discussion entre collègues, pas de partage, beaucoup d'isolement et d'incertitude. En télétravail, peu de feedback, peu de valorisation, peu de reconnaissance. Par contre, beaucoup de doutes, de remise en cause, de la confiance en soi. En télétravail, certains ont été touchés dans ce qu'on a de plus cher et de plus intime, et certains n'ont plus réussi à cultiver épanouissement, créativité et harmonie. D'autres, en revanche, ont profité de ce temps, de ce nouveau mode de fonctionnement qui leur a été imposé pour prendre du recul, mettre en place de nouvelles habitudes et donner également plus de sens à leur vie.
Ces différents besoins que nous avons évoqués constituent ensemble la pyramide de Maslow. Et on voit bien que ces niveaux sont interdépendants, que si un événement vient en perturber un, alors tous les autres niveaux se retrouvent aussi bouleversés. Et pour retrouver un équilibre, c'est là qu'il est nécessaire de s'adapter. C'est donc là que le changement intervient. Car si cette crise est particulière, n'oublions pas que le changement, lui, est normal. Notre vie n'est qu'une succession de changements, petits ou grands, qui nous permettent de nous construire, de nous épanouir et de progresser pour étendre notre zone d'apprentissage et atteindre nos objectifs. On est petit, par exemple, on découvre la marche, un changement. On va à l'école, un autre changement. On va au lycée, dans le supérieur. On apprend un métier, on fait un stage, on trouve un emploi, on change de poste, d'entreprise. Bref, tous ces changements nous permettent de nous développer. On voit bien que le changement est primordial. Avant de nous intéresser au changement, plus particulièrement, faisons un petit point. En comprenant la hiérarchie de nos besoins et la nécessité de trouver un équilibre dans une base solide, nous pouvons commencer à travailler sur la notion pure du changement en maîtrisant la transition de notre zone de confort vers notre zone d'apprentissage, tout en mesurant l'ampleur de ce que nous entreprenons. J'espère que tout va bien pour vous jusqu'à maintenant, et continuons notre découverte vers le modèle du changement. Essayons donc de mieux comprendre le changement dont on parlait. En février 2020, reculons un petit peu dans l'histoire, dans le contexte, chacun fonctionne à son habitude. Chacun réalise ses projets. Les actifs travaillent, les étudiants étudient, les élèves vont en classe, et soudain, un mystérieux virus débarque, masque, distanciation et finalement confinement. Tout cela mettant à mal nos besoins dont on parlait. Pour certains, le confinement et le télétravail sont plutôt bien vécus et permettent d'avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment pour eux. Pour d'autres, en revanche, on voit que c'est plus compliqué. Et c'est le moment où chacun fait le bilan des avantages et inconvénients de cette nouvelle situation. Chacun se demande ce qu'il veut vraiment. Alors, on décide de mettre en place quelques petits aménagements comme une meilleure connexion Internet, un écran plus grand, des visioconférences régulières ou simplement une répartition différente des tâches. Ici, on change notre façon de faire pour réinventer notre quotidien et du coup redéfinir un nouveau projet de vie. Il s'agit là d'un changement fonctionnel. Parfois, en revanche, ces petits changements ne suffisent pas, car notre prise de conscience a révélé des points bien plus profonds. Alors, nous traversons une phase d'introspection, en nous demandant si ce ne serait pas le bon moment pour changer de vie, si on a les bonnes compétences, si c'est vraiment ce qu'on veut. Alors, on commence à échafauder des plans. Ah ouais, si, tiens, ce serait pas mal de faire ça. Si seulement j'avais. Et là, on se met à rêver, on se met à imaginer les situations idéales. On réinvente le cours des choses et on définit un nouveau projet complètement différent du premier. Comme par exemple, dans notre cas, on peut décider de monter sa propre entreprise, de reprendre des études ou de se lancer dans le bénévolat. Dans ce cas, dans cette configuration, on voit qu'on change notre façon d'être. C'est un changement existentiel. Nous venons de construire rapidement ensemble le modèle plus connu, c'est le modèle Dodson, ce qui nous explique les deux grandes facettes du changement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'une n'est pas meilleure que l'autre. Ce modèle permet simplement de prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre avec l'introduction dans nos vies du télétravail. Pour certains, il s'agit de mettre en place un changement fonctionnel. Ils achètent le matériel approprié, s'autodisciplinent pour construire une nouvelle routine et parviennent assez rapidement à inclure ce nouveau mode de fonctionnement à leur quotidien pour travailler de manière optimale, pour répondre à leurs besoins, se sentir en sécurité et s'épanouir. Pour d'autres, ce changement imposé est source d'une remise en question bien plus profonde et il leur faut plus de temps pour explorer l'ensemble des possibilités et de leurs envies. Cette phase où introspection et exploration se mélangent, se mêlent, est souvent vécue de façon inconfortable, car on a vu que tous nos besoins étaient insatisfaits. Dans la pyramide de Maslow, les 5 niveaux seraient comme tout chamboulés. On pourrait même dire que la représentation de ce que l'on vit ressemble plutôt à ça.
On comprend mieux ici le sentiment d'instabilité et d'inconfort, non? Alors, le nouveau challenge, c'est de trouver, ou plutôt de retrouver un équilibre entre le travail et la vie privée. C'est le fameux work-life balance. Et à l'heure actuelle, on entend de plus en plus parler par les spécialistes de l'intégration du travail à la vie privée, le work-life integration. On voit bien que le travail est venu s'imposer dans le milieu, dans la sphère privée. Je vais vous proposer, après ces explications, de revenir à vous et de prendre quelques instants pour analyser votre situation, ce que vous vivez vous. Donc, par rapport à cette problématique de télétravail et de présentiel, pensez-vous être en face d'un changement plutôt fonctionnel qui vous demande des efforts d'adaptation concernant votre organisation et vos habitudes, mais que vous pouvez réaliser tout en restant dans votre zone de confort? Ou bien pensez-vous plutôt faire face à un changement existentiel, donc plus profond, qui va venir chambouler l'ensemble de vos besoins, vous demander une réflexion plus profonde sur vos valeurs et sur votre mission de vie, et qui nécessitera des efforts d'adaptation allant bien au-delà de votre zone de confort. La question va s'afficher et donc c'est à vous. Ok, donc si on veut faire en gros, on voit que cette introduction donc, du télétravail dans notre quotidien, pour un gros tiers, a été plutôt bien accepté et il s'agit de faire des petits arrangements fonctionnels. Donc, ce n'est pas facile, mais avec un petit peu de travail, un peu d'huile de coude, on y arrive. Par contre, pour deux tiers, bah, c'est quand même plus compliqué et ça pose de vraies questions sur la mission de vie, sur les valeurs, sur ce qu'on veut faire, quel sens donner à tout ça. Et donc, peut-être que beaucoup d'entre vous sont encore en train de se questionner. Pour approfondir vos réflexions, donc surtout pour ceux qui pensent être en situation de changement existentiel, je vous invite à faire l'exercice avoir-vouloir. Il s'agit ici de remplir 4 cases en se posant 4 questions. La première, qu'est-ce que j'ai et que je veux? Donc, ce sont des choses qu'on a déjà et qu'il faudrait pouvoir maintenir. Par exemple, j'ai une belle famille, une belle maison et je suis plutôt contente de tout ça. La seconde, qu'est-ce que j'ai et que je ne veux pas? Par exemple, j'ai beaucoup trop de transport. J'ai une charge de travail trop importante. La troisième, qu'est-ce que je n'ai pas et que je voudrais avoir? Par exemple, j'aimerais bien avoir des dossiers plus intéressants. J'aimerais bien plus d'autonomie. J'aimerais bien plus de temps libre. Et enfin, la dernière, qu'est-ce que je n'ai pas et que je ne veux surtout pas? Continuons dans les exemples. Eh ben, je ne veux pas d'insécurité financière, je ne veux pas d'insécurité trop écrasante. Cet exercice apparemment très simple est pourtant un bon moyen pour commencer à faire le point et identifier vos objectifs. Pas la peine de se précipiter maintenant, vous pouvez le télécharger en fin de webinaire pour prendre le temps de le faire tranquillement chez vous pour approfondir vos réflexions sur ce besoin de changement. Vous trouverez la trame et les consignes également dans la boîte de discussion. En ce qui concerne la théorie, pour ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est fini. Je vais laisser la parole à Sylvie qui va vous en dire plus sur notre approche chez Meristem, sur notre approche du changement. Grâce au modèle d'Hudson et à l'exercice avoir-vouloir, vous devriez être en mesure d'y voir plus clair dans la façon dont vous pouvez aborder le changement et sur les réponses à apporter. Ceci explique aussi ce que nous avons pu vivre lors de l'arrivée soudaine du télétravail, sans forcément réussir à mettre des mots dessus. Mais nous le savons, tout cela ne constitue en soi qu'un début. Pour celles et ceux qui souhaiteraient travailler plus en profondeur sur leurs projets et leurs besoins, je laisse maintenant la parole à Sylvie Gardao pour vous présenter l'atelier Meristem. Bonjour à tous, un petit coucou à ceux que je vois, qui me revoient depuis un petit moment. Alors, on vient de parler du changement et souvent, le plus dur dans le changement, c'est de commencer. On se pose des questions, par où, quand, comment, pourquoi. L'atelier Meristem, c'est un format court, d'une journée, d'une demi-journée, qui est construit justement pour commencer ce travail personnel qui va vous faire passer d'une situation actuelle qui est insatisfaisante, celle qui vous fait ruminer des choses comme « j'en peux plus, c'est trop, ça suffit », à la situation désirée, mais dont l'image est encore soit trop encombrée par l'insatisfaction. Ici, vous savez dire ce que vous ne voulez plus ou pas,
vous dites j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie de quitter, ou bien édulcorée, c'est-à-dire elle est toujours en réaction à l'insatisfaction. Alors ici, vous avez des idées, des envies, des rêves, et comme tout ça n'est pas très bien construit, souvent vous vous censurez, et puis quand vous en parlez, certains le jugent comme doux ou utopique. Ici, vous dites je voudrais bien, je rêve, j'ai envie, mais sans y croire vraiment. Alors là, l'atelier Myristem, il permet d'initier justement une réflexion qui est concrète sur vous. Il vous permet de vous remettre en fait dans cette dynamique vers un état de bien-être durable. Et pour favoriser les résultats, l'atelier vous fait vivre le condensé de notre méthode 8-4-1 aptitude. C'est-à-dire que vous allez travailler sur une des 8 clés du bien-être. Ici, on parle du changement en résonance avec votre situation personnelle. Vous travaillez les 4 étapes de notre processus, et particulièrement la première qui va consister à comprendre votre situation actuelle, la clarifier, opérer aussi des prises de conscience au moyen d'une combinaison d'exercices et d'apports théoriques. Et tout ça va vous permettre de vous former l'image, de commencer à vous former l'image d'un objectif précis. Et cet objectif précis-là va devenir la force motrice qui va vous mettre en dynamique de construction. Jusque-là, vous savez ce que vous ne vouliez plus. Désormais, vous savez ce que vous voulez. Et ça est un moteur beaucoup plus puissant et beaucoup plus durable dans ce que vous allez entreprendre. Selon l'intensité que vous allez donner à ce travail au cours de l'atelier, vous pourrez déjà repartir avec un objectif bien clair et peut-être même des actions immédiates à mener. Et c'est peut-être le plus important pour nous. Vous aurez renforcé votre disposition naturelle à maintenir votre bien-être et performer, à vous lancer, à croire en vos projets, à comprendre les choses qui vous entourent et puis aussi à trouver des solutions. Et ça, pour Myristem, c'est ce qu'on appelle l'aptitude. Alors aujourd'hui, il est question du changement. Et peut-être que certaines des choses qu'a partagées Élise ont pu résonner chez vous. Ça vous a peut-être rappelé des moments que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre. Et peut-être même que depuis un moment, vous vous dites que vous avez besoin de changer votre façon de faire ou d'être. Et vous avez compris avec ce qu'Élise vous a expliqué aujourd'hui que vous n'aurez pas à actionner les mêmes leviers. Vous avez peut-être besoin de vous construire une vision claire de ce que vous voulez obtenir, de fixer un objectif qui soit précis et réaliste. C'est peut-être le moment propice de venir travailler ça au cours de notre atelier en ligne 8-4 aptitudes, agir, changer, pour venir initier la dynamique qui vous emmène vers votre objectif. Alors, à vos agendas, notez-le. Notre prochain atelier Agir, changer aura lieu le jeudi 25 novembre de 9 h à midi. Alors, voyons comment se passe cet atelier. En fait, il dure une demi-journée, celui-ci, entre 3 et 4 heures maximum. Ce qui va faire la différence, c'est le nombre de participants. Il se passe en ligne et tout est fait pour recréer les conditions du réel, l'interactivité du présentiel. Il a lieu, il se tient avec un minimum de 3 participants et un maximum de 10 participants pour permettre à chacun de trouver son rythme et de pouvoir s'exprimer. Et pendant cet atelier, vous allez vivre 3 temps forts de travail axés sur la conduite de vos changements. D'abord, vous allez tout de suite plonger dans le bain avec des mises en situation. Puis ensuite, vous allez revenir un petit peu vers les apprentissages théoriques, en fait, tout ce qui se joue dans la psychologie du changement. Et puis, vous finirez l'atelier par des exercices de mise en action autour de vos défis personnels de changement. Et ça, c'est une combinaison qui est faite vraiment pour favoriser la compréhension de ce que vous vivez. Vous allez aussi apprendre grâce aux apports mutuels du groupe et puis parfois aussi opérer des prises de conscience. Et on sait bien que ces prises de conscience, elles permettent que le changement arrive. Alors également, nous vous offrons cet atelier, c'est-à-dire que sa participation est complètement gratuite. Il n'y a pas de piège, vraiment pas. En fait, c'est notre investissement pour rendre le bien-être durable accessible à tous. Il y a une condition cependant, c'est que vous devez être prêt. C'est-à-dire qu'être intéressé est un bon début,
Mais ça ne va pas suffire parce qu'il est vraiment important pour nous que les moyens que nous mettons profitent à ceux qui sont en condition de s'y investir pleinement pour en tirer un résultat tangible. Et quand on se remémore finalement nos échecs comme nos réussites, souvent on observe que ça a raté ou ça a réussi parce qu'il y a eu présence ou absence d'un moment et d'une rencontre. De notre côté, on va créer le cadre et les conditions, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition un coach qui a travaillé sur l'ingénierie de l'atelier avec des moyens pédagogiques et techniques pour que cet atelier vous soit utile et bénéfique et surtout pour qu'à l'issue, vous obteniez une matière actionnable pour commencer à agir sur vos changements rapidement. On vous donne ici une impulsion. Et cette impulsion, il faut qu'elle ait lieu dans le bon timing de votre côté. Et le timing veut dire pour vous que cet atelier, il arrive au bon moment de ce que vous êtes en train de vivre. Finalement, en gros, hier, c'était trop tôt et demain, ce sera trop tard. Et que vous êtes dans les bonnes conditions de motivation et de disponibilité. La disponibilité aussi bien psychologique que temporelle, parce que c'est bien l'addition de l'impulsion et du timing qui va générer la dynamique du momentum. Le momentum, justement, c'est ce moment précis où le mouvement qui a été initié par une impulsion va venir prendre son rythme de manière synchrone, fluide et satisfaisante pour vraiment produire les résultats qui sont tangibles. Et ça, c'est essentiel pour nous que vous soyez dans ce même momentum pour participer à l'atelier. C'est la contrepartie de sa gratuité. Alors, pour participer, c'est simple. D'abord, on va se mettre d'accord sur le momentum. Et votre inscription à cet atelier, elle va se faire par le biais d'un questionnaire d'adéquation. De votre côté, ce questionnaire, ça va vraiment être le moment pour vous de vous poser, d'observer votre situation actuelle en rapport au changement. Et de notre côté, vos réponses, elles vont nous permettre de donner une priorité dans les participants, mais aussi d'apprécier le travail que vous êtes prêt à investir pendant l'atelier. Dans les 48 heures après avoir complété le questionnaire, vous saurez si votre inscription est validée et vous recevez dans la foulée votre lien, votre invitation avec le lien d'inscription. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on se donne rendez-vous le jeudi 25 novembre à 9 h pour 3 heures de travail. Comme on a tous des vies trépidantes, vous recevrez donc 2 rappels la veille et avant pour être présent. Et si jamais vous ne pouviez plus venir, surtout dites-le-nous, c'est important parce que votre désistement pourrait bénéficier à quelqu'un qui a été mis en attente. Voilà, vous savez tout sur notre prochain atelier Méristem Agir Changer. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'on y répond. La boîte à questions est là en bas de votre écran. Continuez à les poser. Nous, on continue la collecte. Et maintenant, c'est vers Élise que je me retourne pour cette session questions-réponses. Réapparaît. Et donc, Sylvie, alors, je Élise, t'écoute. on m'a posé une question sur la pyramide de Maslow. La personne me demandait si, finalement, est-ce que dans la pyramide de Maslow, on pouvait être dans plusieurs niveaux à la fois ou est-ce que c'était des états qui étaient séquentiels? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que Maslow n'a pas que fait ce fameux schéma sous forme de pyramide, il a aussi fait beaucoup d'écrits, beaucoup de textes pour expliquer sa théorie concernant les besoins. Et donc, la pyramide était là pour appuyer ses écrits, mais malheureusement, c'est ça qu'on a retenu. Et en fait, le schéma, il est bien parce qu'on le retient, mais il n'est pas bien parce qu'on peut l'interpréter à notre sauce et du coup, on perd des informations. Et ce qu'on a tendance à penser, effectivement, c'est comme un escalier. On monte la première marche, qui est bien solide, bien épaisse. On va à la deuxième, qui est un peu plus petite, à la troisième. Et on le lit vraiment de cette manière. Et en fait, ce que Maslow nous explique dans ses écrits, qui sont donc en parallèle, qui sont en même temps, qui accompagnent ce schéma, et le schéma accompagne les écrits, c'est pas du tout ça. C'est que, effectivement, il y a 5 niveaux qui sont interdépendants
mais que chaque niveau va déjà fluctuer dans la journée. Quand on prend le premier niveau, par exemple, le besoin de survie, manger, boire, avoir des revenus, avoir un toit sur tête, etc., bon, c'est pas forcément toujours stable. Il y a des moments avec le coronavirus, ça se contracte, ça se dilate, ça reprend différentes formes. Donc déjà, ce niveau-là bouge. Et puis, on voit que bah, c'est exactement l'exemple présentiel-télétravail, que un impact sur un niveau va venir en cascade bousculer les autres. Donc, elle est vraiment toujours en mouvement, cette pyramide. Et la représentation, donc un petit peu trompeuse pour cela. On peut très bien être arrivé déjà au niveau 5, avoir les 5 niveaux développés. Et puis, quand on va donc aller au niveau 5, qui est l'épanouissement, la créativité, ben, il y a des moments où on va être super innovant, on va créer quelque chose. Du coup, nos collègues vont nous faire des feedbacks. Donc, au niveau 3 de la valorisation, ça va venir nous booster. Peut-être qu'on aura une prime, donc ça va venir gonfler aussi le niveau 1. Donc, on voit vraiment qu'il y a une interaction en permanence. Et c'est ça, du coup, qui crée de la difficulté dans la lecture. Donc, la question, j'espère que j'ai répondu de façon correcte et que la personne est satisfaite. Oui, c'est une pyramide qui est bien pratique, mais l'interdépendance est assez complexe à comprendre et c'est pour ça que des fois, c'est bien de se poser et puis de faire le point sur nos besoins, où est-ce qu'ils sont satisfaits, où on en est. Mais c'est un point vraiment, un moment, c'est comme une photo, quoi. C'est un instantané et ça fluctue toujours. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Ok. Très bien. J'ai une autre question où on me demande qu'est-ce que c'est que le bien-être durable? Encore une bonne question. Donc, merci à la personne qui l'a posée parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question-là. La notion de bien-être durable, en fait, n'existait pas, est une invention, une création de Méristème. Pourquoi? Parce que le bien-être, tout le monde comprend. Tout le monde comprend de quoi on parle. Et pourtant, chacun a sa petite définition, chacun a son idée de ce qu'est le bien-être. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que le bien-être, on est bien d'accord qu'on peut se lever le matin, être en super forme. On prend la voiture pour aller au travail, un imbécile nous rentre dedans, et ça y est, la journée est fichue parce qu'on va retenir cet événement qui est venu complètement bousculer notre état d'esprit qui était positif, constructif, et puis ça va vraiment nous faire du coup une journée bien pourrie. Donc on voit que le bien-être, il y a des hauts, il y a des bas. Et le problème, c'est que le cerveau humain, l'esprit humain, va plus retenir ce qui est négatif. Et les hormones produites quand il y a un événement négatif vont rester au moins 4 heures dans le corps. Donc même si après notre accident, on a une super nouvelle, elle va quand même être bien atténuée par l'accident et puis toutes les hormones qu'on aura accumulées pendant ce temps. Et donc, Méristème, avec la notion de bien-être durable, ne prétend pas vous faire connaître une ligne complètement bien stable et toujours le bien-être, ce serait utopique. On a vu un coup de fil, un accident, un événement extérieur, ça vient nous perturber. Mais l'idée qu'on veut apporter avec le bien-être durable, c'est de tomber moins bas dans le mal-être et surtout de se relever plus vite, de vite aller mettre en marche un circuit neuronal et des hormones. Donc tout ça, c'est de la neuroscience, hein, c'est complètement nouveau. Les chercheurs sont dans cette dynamique-là pour venir limiter la production des hormones qui vont être plutôt négatives et nous empêcher de fonctionner de manière optimale. Et donc, assez vite, plus vite en tout cas, revenir à un bien-être nous permettant de nous sentir bien et du coup de performer de manière optimale. Donc, le bien-être durable, c'est tomber moins bas dans le mal-être et revenir plus vite au bien-être. Ok. On me demande en fait, alors là j'ai des questions relatives à l'atelier, on va y venir tout à l'heure. Oui, quelqu'un a noté qu'il avait bien compris qu'on avait 8 clés. Aujourd'hui, c'était celle du changement. Quelles sont les 7 autres? Alors, pourquoi les 8 clés Je me permets de répondre, Sylvie? Oui, bon vas-y. Oui, j'y vais. Pourquoi les 8 clés? En fait, c'est pareil. Les 8 clés, selon Méristème, alors c'est pas tombé comme ça d'un seul coup dans notre escarcelle, c'est basé sur les recherches de la psychologie positive, notamment avec le professeur Seligman, qui lui a initié le modèle PERMA. Le modèle PERMA, c'est 5 grands domaines de la vie qui permettent de mieux comprendre comment on fonctionne et donc, pour raccourcir, de mieux comprendre comment on est bien pour bien performer. Seulement, ces 5 domaines sont assez compliqués à aborder, n'utilisent pas des mots, des concepts familiers et donc demandent déjà cette éducation en fait, au PERMA. En se basant sur ce modèle, nous avons créé les 8 clés du bien-être qui, elles, prennent des mots familiers
et des domaines du quotidien qui sont plus faciles à comprendre déjà et à estimer. On peut faire une auto-évaluation pour voir un petit peu, aujourd'hui, j'en suis où? Quelles sont les clés sur lesquelles je peux me baser? Quelles sont des forces pour être bien et donc bien performer? Et aujourd'hui, quelle est la clé qui me pose un peu problème, qui va un peu vaciller et qui risque de me causer du mal-être, du stress et de m'empêcher de fonctionner de manière optimale? Donc, ces 8 domaines sont les domaines de la vie quotidienne. On a vu le changement. Pour certains, un déménagement va être source de stress et va vraiment venir impacter même le travail, la vie privée, les relations, tout. Une autre clé, j'en ai parlé, c'est les relations. Des fois, une dispute, un petit conflit avec un collègue ou à la maison, ça va vraiment nous causer du mal-être et on ne va pas travailler comme il faut, on ne va pas performer comme il faut. Une autre clé peut être encore la prise de décision. Il y a des personnes pour qui passer le pas, passer vraiment, dire OK, là j'y vais, je me lance, c'est compliqué. Et donc, tant que la décision n'est pas prise, il y a une sensation de mal-être qui s'installe. Donc, pour plus d'informations, parce que là, on pourra en parler toute la journée, on a toute une série qui est accessible, qui est gratuite sur la plateforme Meristem Plus. Vous aurez les coordonnées en fin de webinaire. N'hésitez pas, c'est des petites vidéos de 3 minutes chacune en moyenne qui vous permettent du coup d'aller mieux comprendre ces 8 clés et leur utilisation. As-tu d'autres questions, Sylvie? Quelqu'un me dit qu'il a été interpellé par la transition du work-life balance vers la work-life integration. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Élise? Alors, l'idée, en fait, apportée par les chercheurs, c'était qu'il était important pour maintenir donc bien-être et performance. L'idée, c'est si je me sens bien, si j'ai des émotions positives, je vais être capable de passer à l'action et d'adopter des comportements qui vont être positifs, constructifs, et donc auront des bons résultats à la fin. Si par contre, je suis en situation de stress, que mes émotions ne sont pas bonnes, je vais plutôt avoir tendance à faire justement, c'est le cercle vicieux, à avoir des comportements qui vont apporter des résultats moindres. Donc, ils se sont posé la question, comment faire pour être OK, pour bien fonctionner et avoir en même temps bien-être et performance. Donc, ces chercheurs nous ont dit, OK, l'équilibre work-life balance, c'est aussi une notion de la charge mentale est important. Une personne qui va savoir prendre du temps pour soi, du temps pour ses enfants, qui va savoir dire là, je ferme mon ordinateur, puisque de toute façon, je ne suis plus performant au travail, je suis trop fatigué, je fais une pause. Donc, l'équilibre vie professionnelle, vie privée était important pour arriver à ce bien-être et à un niveau de performance élevé. Maintenant, avec le télétravail qui s'est invité à la maison, et ça avait commencé même avant cette crise sanitaire avec les moyens technologiques, on voit bien que maintenant, on est tous dépendants de notre smartphone, de notre ordinateur. La coupure à faire avec le travail est beaucoup plus dure. On ne peut pas dire je ferme le bureau, je rentre chez moi, c'est fini. On emmène le bureau à la maison parce qu'on a le smartphone ou on a le portable, l'ordinateur portable. Et donc, l'équilibre work-life balance, c'est vu, il est toujours valable. L'idée est toujours la même, en fait. L'idée est toujours de pouvoir faire des coupures pour pouvoir recharger les batteries et puis ensuite être de nouveau reproductif, être de nouveau OK au travail, de nouveau productif. Mais du coup, c'était plus compliqué. C'est pour ça que les chercheurs se posent maintenant la question de work-life integration. Comment intégrer, comment faire en sorte que dans un même espace à la fois temporel et à la fois vraiment spatial, dans un même cadre, on puisse soi-même faire des coupures et être quasiment responsable et raisonnable. C'est plus, alors là, on peut toucher aussi à la RSE, du coup, qui va nous dire, il faut, oui, il faut être à nous d'être éthique, à nous d'être empathe envers nous-mêmes, de dire là, je ne peux plus, là, je coupe. Et donc, ce nouveau vocabulaire vient de plus en plus sur le terrain. Alors, quelqu'un me demande si l'atelier peut avoir lieu un autre jour. Souhaitez-vous répondre, Madame Barbaro? Voilà, ça va dépendre en fait des inscriptions et des gens qui sont intéressés. Si on voit que pour la plupart des personnes, le jeudi 25 novembre est difficile à tenir, à ce moment-là, effectivement, on pourrait trouver un autre jour. Quoi qu'il en soit, sachez que ces ateliers, ce sont un petit peu des rendez-vous réguliers qu'on va mettre en place. Donc, si vous loupez ou vous ne pouvez pas être dispo sur celui du 25 novembre, soyez tranquille, un prochain atelier sur la conduite du changement aura lieu dans les semaines qui vont venir. On va les proposer, ces ateliers thématiques, régulièrement, justement, pour qu'ils puissent bénéficier au plus grand nombre et à ceux qui n'étaient pas prêts au niveau de la dispo au moment où il était prévu.
J'ai une autre question, Élise, et ça sera peut-être la dernière. Est-ce que se faire aider par un coach favorise vraiment l'autonomie? Alors, encore une bonne question. Ils sont tous en forme ce matin. Euh, En fait, le problème, c'est que sur le marché, il y a coach et coach, comme il y a médecin et médecin, comme voilà, il y a garagiste et garagiste. Voilà. Il y a une question de confiance, il y a une question de méthodologie, une question d'éthique, une question de sérieux. Et chez Meristem, c'est vraiment notre engagement. C'est, vous l'avez vu, hein, le fait d'adéquation. Si ce n'est pas le moment pour vous, ben, vous allez perdre votre temps, nous aussi, vous allez repartir avec une mauvaise image de nous et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, la personne qui décide de faire appel à un coach Meristem, il faut savoir que, à un moment donné, elle aura besoin d'un petit coup de pouce, donc d'un coach, parce qu'elle se sentira perdue, elle ne pourra pas faire le tri, elle aura une espèce de flou dans sa vie, pas des prises de décision faciles ou des problèmes d'organisation. Ça peut être des petits blocages divers et variés. Le coach est là pour mettre à disposition donc, de la personne accompagnée, on a vu hein, des éléments théoriques qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, dans la psychologie. Donc ça ne peut pas s'inventer. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Le coach est là pour mettre à disposition des outils, des techniques. Donc là, j'ai présenté le petit outil avoir, vouloir, qui est assez simple. Il y a des outils de coaching qui sont plus complexes, ou de PNL, il y a différentes méthodes. Donc ça, toute seule, ce n'est pas forcément facile à trouver. Je ne dis pas que c'est impossible, mais le coach va mettre à disposition et ça va faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie à la personne qui en aura besoin de ces petites techniques. Et puis, le coach est là pour mettre un processus, tout un cadre qui va être rassurant et qui va permettre la progression. On va dire, il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, le processus Meristem, c'est ce que Sylvie a expliqué avec le 8-4-1, c'est tout un processus qui permet de faire les choses dans le bon ordre, dans le calme, sereinement et donc de manière efficace. Quand on commence par prendre conscience de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on voudrait, qu'on a des outils pour ça, ok, ça c'est fait. L'étape ensuite, c'est quel objectif je me fixe, comment je vais planifier, quelles actions je vais mettre en place, est-ce que j'ai besoin de demander à quelqu'un, est-ce que j'ai besoin de reprendre une formation, est-ce que j'ai besoin d'un outil particulier. Donc ça, c'est le deuxième. Puis ensuite, passer à la phase d'action, réaliser vraiment ce qu'on avait prévu, avec le regard bienveillant du coach, qui va pouvoir célébrer les succès et dire waouh, super et tout, et donc booster la confiance et la motivation, mais aussi apporter des feedbacks constructifs pour dire là, ok, tu as fait ça, peut-être que voilà, il y aurait peut-être autre chose à faire, à compléter, qu'est-ce que tu ferais demain, qu'est-ce que tu ferais autrement. Et donc, le fait que cette méthode, que ce processus et tous ces apports soient au même endroit, en même temps, permet d'avoir plus d'efficacité. Et le fait que ce soit une structure très, très claire et vraiment bien expliquée et accessible sur la plateforme aussi Meristem Plus, permet à la personne accompagnée d'intégrer ce processus, d'intégrer ce mécanisme et de le reproduire ensuite en autonomie. Donc voilà ce que Meristem souhaite apporter aux personnes qu'elle accompagne. Ben Y voilà, a-t-il d'autres on questions? arrive au terme de la session questions-réponses. Je vais laisser le mot de la fin à Élise. C'était un plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous et aussi ce moment avec toi, Élise. Je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup, Sylvie. Donc, comme Sylvie nous l'a dit, ce fut un réel plaisir également, une grande première pour nous. Donc, je sais que c'était un petit peu de stress à droite, à gauche, mais j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous, en tout cas. Et on sera très heureux d'en parler de manière privée ensuite avec les uns et les autres. Comme promis, donc, vous trouverez le lien pour découvrir des ressources complémentaires sur le thème du changement et sur d'autres thèmes si vous le souhaitez. Donc, sur la plateforme, j'avais dit parler des 8 clés, mais il y a aussi beaucoup de ressources en accès libre. Vous trouverez également le lien pour l'exercice Avoir vouloir que je vous ai rapidement présenté. Vous trouverez ensuite les informations pour vous inscrire à l'atelier. Tout cela a dû s'afficher dans la boîte de dialogue sur la droite de votre écran. Donc, les informations théoriques, l'exercice, et puis, sans oublier le lien vers l'atelier, donc qui a lieu le 25 novembre. Et comme Sylvie l'a dit, si la date ne convient pas, si vous êtes trop nombreux, on prévoit d'autres sessions. Il n'y a pas de souci.
Pour ceux qui auraient raté des informations ou qui voudraient le partager avec des amis, avec des proches, des gens intéressés, des collègues, vous retrouverez le replay de ce webinaire et donc l'accès à toutes les ressources dans un mail que nous vous faisons parvenir dans les prochaines heures, le temps de mettre tout ça en ligne. Pensez à vérifier vos spams car malheureusement, nos mails s'y retrouvent parfois. Enfin, juste avant de nous quitter, un petit service que nous vous demandons. Donc, pour vous apporter du contenu toujours plus pertinent et de meilleure qualité, nous vous serions extrêmement reconnaissants les uns les autres de bien vouloir nous laisser vos impressions. Pour cela, Sylvie a préparé un petit questionnaire de 4 questions simplement qui s'afficheront quand vous cliquerez pour quitter le webinaire. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes seulement pour nous donner vos feedbacks. Encore un grand merci à tous. Je remercie une nouvelle fois Sylvie qui était depuis Madagascar, donc pas facile à installer à niveau technique. Merci Merci, Élise. Alexandre qui, lui, s'est occupé de la technique à merveille. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de votre bien-être. À très bientôt. À très bientôt.